Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le président Joseph Kabila dénonce une ingérence extérieure dans le processus électoral en République démocratique du Congo et demande le retrait de la MONUSCO. Déclaration retentissante à la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'opposition, elle, dénonce une fraude en préparation en vue des élections du 23 décembre. Débat et décryptage avec nos invités dans la première partie de cette émission. Le redressement de l'économie camerounaise, enjeu majeur de l'élection présidentielle du 7 octobre. Les défis sont nombreux pour la première puissance économique d'Afrique centrale qui se révèle être de moins en moins résiliente. Puis question dans 30 minutes sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées à l'heure où encore 90% d'entre eux n'ont jamais été scolarisés. Une politique défaillante, des infrastructures publiques inadaptées, une discrimination, dénoncent les associations qui leur viennent en aide. Pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, M. Dianzia Ruiz-Armel Bongoulou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Votre dernière publication, Le terrorisme international existe-t-il en Afrique noire, aux éditions L'Harmattan. À mes côtés également, M. Louis Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Sur ce plateau également, M. Mouftaou Badarou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et journaliste, auteur de La vengeance d'Aïcha Kadhafi, troisième volet de la série Service secret français. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Pouvoir et opposition en ordre de bataille pour la présidentielle en République démocratique du Congo. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies ce mardi à New York, le président sortant Joseph Kabila a affirmé le caractère irréversible du scrutin du 23 décembre, élection reportée depuis décembre 2016. Le chef de l'État congolais qui s'est par ailleurs livré un long réquisitoire à l'égard des puissances étrangères. Il a réaffirmé son opposition, je cite, à toute ingérence dans le processus électoral en cours. Vina Nodin. Lors de la 73e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, ce 25 septembre, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a redemandé le départ de la MONUSCO. Il dénonce l'ingérence de certains gouvernements dans les affaires relevant de la souveraineté du pays, notamment le processus électoral. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Des propos qui trouvent grâce aux yeux de la majorité présidentielle, qui affirme que le renforcement annoncé et amorcé des effectifs de la MONUSCO à Béni et au Nord Kivu n'est plus nécessaire. Nous sommes la 115e armée du monde, et ce qui fait que la présence de la MONUSCO n'est plus nécessaire dans ce pays et qu'il faut revoir sensiblement ces troupes, les diminuer sensiblement de sorte à ce que la RDC prenne ses responsabilités par rapport à sa propre sécurité. L'opposition, elle, n'est pas de cet avis. Toujours en exil, Moïse Katumbi a dénoncé un travestissement de la vérité, estimant indispensable la présence de la MONUSCO dans le pays au vu du niveau d'insécurité et de l'absence d'avancée du processus électoral. Alors, on va en parler tout à l'heure voilà, de cette demande du président de la République de départ de la MONUSCO. On va en parler tout à l'heure, mais tout d'abord sur ces accusations d'ingérence. Comment comprendre ce revirement alors qu'il y a encore quelques mois, les autorités congolaises demandaient notamment à la communauté internationale de s'impliquer davantage dans le financement des élections du 23 décembre. Mouftaou Badarou. Bon, je pense qu'il faut restituer le débat. Il s'agit de quoi? Il s'agit des forces onusiennes, n'est-ce pas, qui interviennent en Afrique. S'agissant de la RDC, il faut noter aussi que les forces onusiennes n'interviennent pas qu'en RDC. Il y en a au Mali, il y en a au Darfour, il y en a au Soudan, et il y en a aussi en Centrafrique. Mais s'agissant du cas spécifique de la RDC, il faut se demander, il faut se poser la question légitime de savoir est-ce qu'avec une des forces onusiennes dotées de 1 milliard
de dollars, 1 milliard de dollars de budget et 17 000 casques bleus déployés sur le terrain en RDC, et que, parallèlement à ça, il y a des exactions qui se commettent régulièrement. Il y a comme des personnes non identifiées, mais enfin, soi-disant non identifiées, qui surviennent comme ça, qui surgissent, qui violent, qui tuent, qui pillent. Et que fait l'ONU? Que fait les forces onusiennes dans ce cas? Je pense que la démarche du président Kabila, je ne suis pas l'avocat du président Kabila, loin s'en faut, mais je pense que cette démarche elle est tout à fait légitime. Parce que si les forces sont dotées d'un budget de 1 milliard de dollars, et avec 17 000 casques bleus déployés sur le terrain, et qui ne sont pas capables d'assurer, de sécuriser l'Est de la RDC, c'est légitime de demander absolument le retrait. Absolument. Dionzia Oris, vous voulez intervenir? Oui, je pense que, d'une part, je suis quand même un peu d'accord avec mon collègue. Je pense que d'abord, le discours de Kabila doit être perçu sur la forme. Parce que à l'ONU, l'Assemblée générale des Nations Unies est un organe plénier qui sert de parole, de l'oratoire. Et c'est l'occasion pour tous les chefs d'État africains d'expliquer les problèmes qui sont liés à leur continent. Donc sur ce plan-là, M. Kabila est arrivé devant l'Assemblée générale des Nations Unies pour parler du problème de la souveraineté de l'État africain. Donc je pense que sur ce plan-là... Non, de la République démocratique du Congo. D'abord, en général de l'État africain et en particulier de la République démocratique du Congo. Puisque d'abord, il faut reconnaître que le problème de la souveraineté de l'État africain reste d'actualité au niveau même du continent africain. Maintenant, lorsque un chef d'État africain arrive qui est presque à la sortie, un chef d'État sortant, qui dans 2 mois ne sera plus président de la République, et qui demande le départ de la MONUSCO alors que les élections, depuis des mois, sont repoussées, alors qu'à l'intérieur du pays, son armée, depuis qu'il est au pouvoir, n'est pas capable d'assurer même la défense du territoire, d'assurer la protection de son pays, puisque en RDC, qu'est-ce qui se passe? Il y a jusqu'à présent plusieurs mouvements rebelles, d'abord. Des rébellions qui viennent de l'extérieur, comme le Rwanda, les pays voisins comme le Rwanda, comme l'Ouganda, et des rébellions qui sont nées de l'intérieur. Donc ça prouve déjà que, à la base, l'État congolais n'a pas été capable d'assurer la sécurité du pays. Maintenant, il invoque le problème de la MONUSCO. La MONUSCO est présente depuis près de 15 ans, et 15 ans plus tard, il n'y a pas de résultat satisfaisant. Voilà. Et quelle est la question qu'on doit se poser dans ce cas? Je pense que normalement, ce problème de la MONUSCO doit être réglé après les élections de décembre 2020. Alors, le président Kabila demande le départ de la MONUSCO plus tard en 2020. Alors, effectivement, voilà, comme vous le soulevez, vous posez finalement la question de la pertinence du maintien de cette force onusienne. Mais est-ce que la grande question n'est pas aussi de savoir par quoi les autorités congolaises comptent remplacer la MONUSCO au moment du retrait de la force onusienne? Luc Mahut. Je pense qu'au-delà de la passion que peut déclencher le débat autour de la présence de la MONUSCO, il faut être réaliste. Les opérations de maintien de paix, comme on les appelle, sont aujourd'hui constituées de forces qui ne sont pas calibrées pour ce genre d'opération. D'une, parce qu'elles interviennent dans des zones de conflit où il n'y a pas de paix, et donc elles ne peuvent pas maintenir la paix, elles doivent imposer la paix, et elles ne sont donc pas calibrées pour cela. De deux, les pays qui fournissent les effectifs ne fournissent pas forcément les meilleurs éléments de leurs armées. Et ce ne sont même pas les pays les plus compétents pour faire ce genre d'opérations qui y vont. Ce sont souvent des pays qui profitent de ces opérations pour enflouer leurs caisses, pour envoyer des troupes dont elles n'ont pas forcément besoin sur leur territoire. Et donc, ce ne sont pas des opérations desquelles les Nations Unies attendent un résultat. Et donc la question que le président Kabila pose, au-delà de tout ce que, encore une fois, cela peut déclencher comme passion, la question c'est
quand est-ce qu'on peut demander des comptes aux Nations Unies au bout de plus de 15 ans, c'est depuis 1996 quand même, au bout de plus de 15 ans, et avec la plus grosse opération jamais déployée dans l'histoire des Nations Unies. Si on déploie autant d'hommes sur une aussi longue durée et qu'il n'y a pas de résultat, je pense que c'est comme pour un président de la République, au bout d'un certain temps, on vous demande de rendre des comptes et les Nations Unies, vu le budget qui est en train de baisser, parce que la crise ne frappe pas que les pays, elle frappe également les Nations Unies dont le budget est financé par les États, au bout d'un certain temps, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est nécessaire de maintenir ces troupes qui n'ont jamais fait preuve d'un succès foudroyant et donc maintenir à la fois la taille et l'existence même d'une opération qui ne sert personne? Alors on parle de 20 000 soldats donc, qui sont présents sur le territoire depuis 1999. Mouftaou Badarou, effectivement, voilà, peu de résultats, mais par quoi remplacer cette force si jamais elle quitte effectivement le territoire congolais? Là, le président Kabila n'a pas donné de précision. Je ne suis pas dans le secret des lieux du pouvoir de la RDC, mais le problème essentiel que pose le président Kabila, c'est, comme l'a dit M. Kemayeux, c'est vraiment le problème de l'échec. Parce que, voilà, si on prend le cas d'un homme politique, n'est-ce pas, qui s'est attitré, qui paye, n'est-ce pas, un garde-corps, hein, un garde-corps. Et que malgré la présence de ce garde-corps, cet homme politique est victime de tous les assauts possibles. On tire sur lui, les balles l'atteignent, des gens viennent le tabasser. Et quelle est la raison d'être de ce garde-corps? À un moment, il faut se poser la question de savoir, est-ce que je me débarrasse de ce garde-corps ou est-ce que je le maintiens en fonction? Le président Kabila, même s'il est partant, soit dit en passant, normalement après le 23 décembre, il doit pouvoir partir, même s'il est partant, il pose un problème de légitimité, un problème de souveraineté. Je ne suis pas dans le série des lieux, d'accord, mais je pense qu'il a dû prévoir, n'est-ce pas, il a dû prévoir des mécanismes, n'est-ce pas, pour garantir la sécurité de son pays. J'imagine qu'il ne va pas... Alors ça fait plus de 20 ans que la sécurité de la RDC se discute et il n'y a jamais véritablement eu de proposition au niveau des différents gouvernements. Le fait est que quand le président Mobutu est tombé, et qu'il est tombé parce que le père Kabila, le Nzé comme on l'appelait, est rentré par l'est du pays, il avait démantelé l'armée dans ces zones-là. Elle n'a pas été reconstituée, cette armée congolaise. Et le premier chantier, de mon point de vue, c'est celle de la reconstitution de l'armée et de son extension sur l'ensemble du territoire, à commencer par les zones qui ont été abandonnées depuis la chute de Mobutu dans les années 96. Donc je pense que ce chantier-là, tant qu'on ne s'y sera pas penché, on ne pourra pas résoudre le problème de l'insécurité à la fois dans l'Est, mais aussi sur l'ensemble du territoire congolais. Et de ce point de vue, je pense que le service que les Nations Unies et même la force de l'Union européenne auraient pu rendre à la RDC, c'est reconstituer l'armée, reconstituer une armée nationale avec des compétences et une capacité à protéger l'ensemble du territoire. Si elle se positionne, la MONUSCO, comme la seule force qui peut protéger le territoire sur la durée, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'à un certain moment, il faudrait bien passer le relais pour que ce soit des forces endogènes qui prennent leurs responsabilités et assurent, comme cela se doit dans tous les pays, la sécurité à la fois des biens et des personnes sur le territoire congolais. Dianzia Horis Bongoulou. Oui, comme je l'avais mentionné depuis le début, le président Kabila a voulu simplement mentionner l'échec des Nations Unies et des puissances et des forces internationales à garantir la sécurité au Congo. Maintenant... Alors c'est aussi l'échec du gouvernement congolais. Bien sûr. Oui, bien sûr, l'échec du gouvernement congolais. Peut-être que maintenant, il a pensé maintenant à redéfinir un nouveau cadre de défense pour permettre au Congo de retrouver sa sécurité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu? L'enjeu est que les Africains soient capables eux-mêmes d'assurer la défense de leur territoire. Et c'est ce qui est l'enjeu. Que ce soit au niveau national, que ce soit même au niveau continental, ce sera mieux pour les Africains d'assurer eux-mêmes la défense de leur territoire. Et il ne faut pas
Il ne faut pas oublier, parce que nous parlons de l'insécurité en RDC, des troupes qui ont été démantelées à la frontière avec le Rwanda, mais rappelons qu'au-delà de ça, il y a le fait qu'à la suite du génocide des Tutsis qui a eu lieu au Rwanda, il y a beaucoup de génocidaires qui ont trouvé refuge en République démocratique du Congo. Oui, c'est ce que j'avais mentionné. Dans cette partie-là, il y a des rébellions qui viennent de l'extérieur, qui viennent et du Rwanda, c'est-à-dire les Banyamulenge qui sont les anciens Tutsis, les Tutsis. les Hutus, vous voulez dire. Et les Interamwe, les Banyamulenge qui sont des Tutsis, qui se trouvent de l'autre part des frontières. Il y a aussi le M23 qui sort de l'Ouganda et du Rwanda. Donc il est complexe. Il y a des rébellions qui viennent de l'intérieur. Comme vous l'avez mentionné, ce sont des anciens groupes armés congolais qu'il faut chercher à intégrer dans l'armée afin de fonder une armée nationale unie. Mais en-delà de ça, il y a aussi des armées, des milices armées incontrôlées qui viennent de l'extérieur et qui sont considérées comme des agressions externes. Voilà. Et pour cela, il faut que l'armée congolaise soit capable, pour ces groupes-là, de défendre et de bouter dans ces groupes-là hors du territoire congolais. Et c'est ce que je voulais mentionner. Mouftaou Badaro. À mon avis, une piste que les pouvoirs publics congolais peuvent explorer, et j'imagine qu'ils y songent, c'est parce que tous les troubles qu'a connus la RDC proviennent d'une façon ou d'une autre du Rwanda et de l'Ouganda. Une façon de faire la paix, de stabiliser le pays, c'est aussi de faire la paix avec le Rwanda, de signer des accords bilatéraux avec le Rwanda et l'Ouganda. À partir du moment où la source, l'origine même des troubles, n'est-ce pas, est solutionnée, à partir de ce moment, je pense que le Congo pourra retrouver la stabilité. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas aussi facile, hein, parce que, voyez, dans le cas, par exemple, de la Sierra Leone et du Libéria, quand il y a eu des guerres qui ont conduit à l'exploitation des minerais, parce que ne nous voilons pas la face, ces guerres et ces mouvements, qui sont plus une dizaine déjà, ils ne sont pas là que pour faire la guerre, ils sont là également pour faire des affaires. Et ces affaires-là, il faut qu'on arrive à faire en sorte de protéger le territoire et les biens qui en sortent. Et je pense que si on fait quelque chose comme l'initiative sur les diamants du sang, puisque la RDC a signé la Convention pour la transparence sur les produits extractifs, il faut que l'on s'arrange pour que la réglementation qu'on a appliquée, par exemple sur les diamants du sang, puisse s'appliquer sur les minerais qui sont contenus dans cette partie, les deux Kivu et l'Ituri, et que cela fasse un effet dissuasif, produisent un effet dissuasif pour ceux qui exploitent les minerais dans ces zones et qui peuvent les vendre de façon illégale à l'extérieur sur le marché international. Je pense que tant qu'on n'aura pas frappé au portefeuille les rebelles, on n'arrivera pas à beaucoup de résultats. Et je pense que tout l'enjeu aujourd'hui, à la fois de la présence des Nations Unies et de la solidarité des autres pays, tant autour qu'au-delà des mers, cet enjeu-là, c'est celui de dire qu'il faut frapper au portefeuille ceux qui ne permettent pas qu'il y ait la paix en RDC, notamment dans l'est de la RDC. Merci à tous les trois. Alors, un autre point qui a été évoqué, en tout cas que le président congolais a évoqué dans son discours, je le disais tout à l'heure, c'est l'ingérence, une ingérence étrangère dans sa politique. Voilà, tout à l'heure, je reviendrai sur la question que j'avais posée dès le départ, mais on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.